Heureusement, j'ai rien dit d'essentiel encore. Nous sommes 45, une nette baisse de participation. Oh là là. Mais vous n'êtes pas encore tous là, ça doit être pour ça. Donc, j'y pense. Cet après-midi, je n'ai pas encore envoyé de mail pour ça, mais je vous le dis, cet après-midi et demain, les TP pourront avoir lieu, pour ceux qui le souhaitent, au bâtiment 336. C'est-à-dire en distanciel, mais au 336 distanciel. C'est-à-dire que vous pourrez accéder aux machines du 336 via Guacamole. OK, donc le 1, pourquoi est-ce qu'on fait des lambda expressions et des classes anonymes? C'est pour pouvoir passer des fonctions en paramètres. Alors, vous faites du camel. En camel, passer des fonctions en paramètres, c'est normal, on le fait tout le temps. Mais dans un langage objet, c'est l'approche fonctionnelle, d'accord? En camel, c'est normal. D'accord. Et si vous pouvez faire ça en objet, ça veut dire que vous cherchez à obtenir les avantages du fonctionnel. D'accord. On va avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein, c'est toujours été le gros gagger, le gros rêve. Enfin, un des objectifs des langages de programmation de notre époque, c'est d'avoir à la fois l'objet et le fonctionnel dans un même cadre. En Camel, ils ont essayé de faire le OCaml, mais ça n'a pas bien marché, je crois. Quand Java, ils essaient de se rapprocher de lambda expression, des fonctionnels en inventant les lambda expressions. Donc, imaginons d'abord un contexte où on a besoin de passer des fonctions en paramètres. Imaginons qu'on veut écrire une méthode for each. D'accord? Une méthode for each, imaginons donc on veut écrire for each. Qu'est-ce qu'elle doit faire cette méthode? Elle attend 2 paramètres. D'accord? Une collection itérable. Hein, une liste, typiquement. Et une fonction appliquée dessus, sur chaque élément. Une fonction, donc itérable de t. Ça se note avec des crochets, ça. Des crochets. Hein, comme par exemple liste de t. Et une fonction qui s'applique sur t. Une fonction qui s'applique sur chaque élément. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle prend cette fonction? Elle prend une fonction dont l'entête serait void f de qui prend un élément de t, puis par exemple qui l'imprime. D'accord? Alors, on ne peut pas passer des fonctions. Donc, on ne peut pas passer des fonctions. Pas possible. Mais ce qu'on peut passer, c'est ce qu'on peut passer un paramètre.
c'est un objet qui implémente le fait d'avoir une fonction. D'accord? Imaginez un objet dont une méthode, un objet avec une méthode qui a la bonne signature. Trois qui sont sur le carreau là. Avec une méthode qui a la bonne signature, c'est-à-dire une méthode de signature void f qui prend un élément t qui renvoie. D'accord? Alors, on a envie de dire que l'objet a une méthode de ses signatures. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour garantir que l'objet a une méthode de ses signatures? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour garantir que l'objet qu'on passe a une méthode de signature void f de tt? On va utiliser quoi? On utilise, je vous écoute. J'essaie de faire participer un peu parce que c'est plus drôle pour vous et pour moi. Donc allez-y, answer me, répondez-moi. Qu'est-ce qu'on utilise pour garantir que un objet a une méthode donnée? On utilise un truc que vous avez déjà utilisé plusieurs fois. Quel est l'outil qui permet de garantir qu'un objet a une méthode donnée? F. Il suffit de déclarer. Vous m'entendez, j'espère. Ouais. Dites-moi un truc. J'ai oublié de vous dire bonjour, c'est ça. Là. Bonjour tout le monde. J'oublie des fois de dire bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Ouais, super. Ouais, génial. Le premier contact est établi. Ça y est, c'est parti. Bon, si on veut qu'une fonction, si on veut garantir qu'une classe est itérable, qu'est-ce qu'on fait? On dit que, bien le bonjour, ça fait plaisir. Bonjour appuyé. Cherche des trucs. Si on veut garantir qu'une classe implémente ah oui, j'ai dit le mot. Bon, on utilise une interface, d'accord? Si on veut garantir qu'une fonction, une interface, d'accord? Donc, par exemple, ici, interface, et on dit que l'objet va étendre l'interface, d'accord? On va dire, l'interface va s'appeler, donc, je vais l'appeler asf, d'accord? Je trouve que c'est clair. Asf, ça veut dire qu'il a une fonction f. As, souligné f, c'est joli, non? Interface asf. Et ben, qu'est-ce qu'il faut avoir pour vérifier cette interface? Ben, il faut avoir une fonction void f. Ah oui, mais c'est un type générique, on ne sait pas encore c'est quoi le type. Alors si c'est un type générique, ça veut dire que ici, que l'interface aussi, elle est paramétrée. Ça, on a encore vu. C'est comme liste T, d'accord? L'interface, elle est paramétrée par un paramètre de type. Voilà. Donc, ici, au lieu de passer une fonction qui s'applique sur chaque élément, on va passer un objet de type quoi? Bon, c'est un creux aujourd'hui, là. C'est un creux de la vague et tout. C'est à cause du reconfinement le week-end, là, peut-être. Hein. Ça crée bon, un objet de type ASF de T. D'accord?
On passe l'objet ASEF et quand l'objet il implémente ASEF, eh ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé une fonction comme ça. Donc finalement, notre for each, comment est-ce qu'elle va se goupiller? Eh ben, elle va être comme ça, public for each. Alors, je vais laisser. Alors, elle renvoie que dalle, d'accord? Elle prend un truc itérable. Et une fonction. Je mets un F minuscule, je crois. ASF de T. F. D'accord. Et elle va itérer sur la fonction. Bon, on peut écrire ça très simplement. Vous savez que dans le TP sur les trucs itérables, je ne l'ai pas insisté là-dessus, mais je ne l'ai pas dit, mais dès qu'on implémente l'interface itérable, on peut écrire une boucle for each, en fait. Donc, on peut écrire ça for each. Donc, une boucle for each, c'est un truc comme ça. For donc alors, il est type T, le truc. Hein. For T, je crois que c'est écrit comme ça. 2.C. On va pouvoir faire. Alors, comment je l'ai appelé là? Oui, comment je l'ai appelé là? Ah, je l'ai appelé F aussi. On va l'appeler pas F, on va l'appeler accept, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'elle est implémentée dans la fonction du l'objet ASF, l'interface ASF, on va l'appeler accept. D'accord? Parce qu'elle fait rien, juste elle accepte un truc. C'est comme ça qu'elle a appelé dans ce cas-là. Donc on va appeler la fonction f.accept. F, c'est un objet qui vérifie l'interface ASF, donc il a une fonction accept du bon type. On va écrire f.accept de E. Et voilà, on a réussi à écrire notre for each. Alors, c'est un for each, il est statique, d'accord? C'est une fonction globale, elle ne dépend pas d'un objet quelconque, c'est une fonction statique. Donc, l'exemple le plus bête, c'est juste d'afficher les éléments. Donc, on va l'utiliser dans le TP. D'accord? Monsieur, Oui. désolé d'interrompre, mais je crois qu'il y a des gens qui essayent de se joindre au cours. Oui, mais j'ai un code qui les fait rentrer. Je Et là, crois il a qu'en oublié. fait, le code n'est plus là. Non, C'est en barré, fait, le code. j'ai été enlevée du. Enfin, j'ai dû partir sans faire exprès. Et du coup, je suis plus coach maintenant. Ah, d'accord. Nous allons Voilà. vous remettre. Oui, c'est gentil de me prévenir. Oui, j'en ai fait un truc quelques-uns tout à l'heure, là, mais c'était qui était. C'était Dorian Bédier. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Dorian Bédier. Je vais à votre recherche bravement. Vous savez que vous pouvez demander à être coach aussi. Mais bon, voilà, j'ai trouvé. Voilà, je vous remets parce que je commence à, à comprendre qu'il y a des gens qui arrivent tard. J'ignore pour quelle raison, mais c'est pas grave. Oui, quand on est prof, on ne se rend pas compte que vous expérimentez des difficultés de connexion et tout ça. D'accord, on commence à penser que vous n'êtes pas sérieux, mais ce n'est pas forcément le cas.
Il faut être optimiste. OK, donc là, j'ai une méthode for each qui prend un truc itérable, un truc qui a une fonction accept, et il applique la fonction sur tous les éléments de la collection. J'ai réalisé ce que je voulais. Maintenant, je vais l'utiliser dans un cas particulier, histoire de fixer un peu les idées. Donc comme objet qui s'applique comme fonction, je peux juste considérer la fonction, d'accord, qui affiche un objet, d'accord. Donc je vais considérer la fonction void accept, d'accord, qui prend une chaîne de caractères et qui l'affiche. System.out.println de S. Voilà, c'est une fonction toute bête, mais alors, elle ne prend pas un type quelconque, elle prend une chaîne de caractères. Donc, la classe correspondante, que je peux appeler printer, d'accord, elle implémente mon interface de tout à l'heure, que j'ai appelée asf, elle a une fonction, d'accord, f, de string. D'accord. Et donc, comme j'ai une fonction dans un programme quelconque, si je déclare dans un main quelconque, si je déclare par exemple un array list de string E égale new array list. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut spécifier les valeurs directement dedans, comme ça. Bonjour, au revoir. J'espère que je ne me trompe pas. Il est possible que je me trompe. Donc, mon but, c'est juste d'initialiser un array list quelconque. D'accord. Je ne suis pas sûr que je peux faire comme ça, en fait. Je devrais pouvoir faire comme ça. Ou sinon, je fais des points add, d'accord. Je fais e.add bonjour. E.add au revoir. Et après, comme array list, c'est itérable, comme j'ai un objet printer qui me permet de printer, je vais pouvoir faire for each, itérer sur, alors je n'appelle pas E, je vais l'appeler C comme collection. D'accord. For each, alors sur cette collection C, appliquer le fait d'afficher. Et ça va me faire le boulot. D'accord. Alors, le but de ce cours, c'est de rendre ça plus facile à écrire. Parce qu'on a dû écrire plein de trucs qui ne sont pas bureaucratiques, qu'on répéterait à chaque fois. D'accord. Il y a un tas de trucs qu'il faudrait qu'on répète à chaque fois. D'accord. On a dû définir une classe finalement qu'on utilise juste ici. D'accord. On a dû dire qu'elle implémente un ASF, tout ça, on a envie de le virer, d'accord. Et puis, le seul truc qui est important, finalement, plutôt que de mettre du bleu là où le truc qui n'est pas important, je vais souligner les trucs qui sont importants, parce qu'il y a beaucoup moins. Le seul truc qui est important, c'est le fait qu'on imprime. La fonction qu'on passe, en fait, c'est pour afficher sur l'écran. C'est juste ça. Donc, en fait, tout le reste, on a envie de pouvoir s'en débarrasser. Et on va expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour comme ça, passer des fonctions de façon
de façon plus simple. Alors, on fait ça en 2 étapes, d'accord? On va, alors, ouais, suite du cours. D'accord? On va introduire 2 étapes pour simplifier le processus de passage de fonction en paramètre. Parce que là, tel que c'est écrit, c'est lourd. D'accord? Donc, une première étape, c'est de passer par des classes anonymes. Et une deuxième étape, c'est d'utiliser les lambda expressions. Je vais écrire comme ça, d'accord? Ça se lit lambda. Voilà. Donc, je mets en place l'architecture du cours. OK. Alors d'abord, ouais. D'abord, on pourrait se rendre compte que on n'a pas besoin. Oui. En fait, j'ai oublié d'écrire. Là, il faudrait instancier printer. Je n'ai pas instancié printer là, en fait. J'ai fait une erreur. Il faut d'abord ici définir. Il faut écrire ici. ASF de string. Printer égale new printer. Il faut instancier la classe printer. Et c'est le petit printer avec un P minuscule qu'on passe. Ce n'est pas une classe qu'on passe, on passe une instanciation de classe, d'accord? Et finalement, ce printer en minuscule, on ne s'en sert pas ailleurs qu'ici. Donc, plutôt que d'écrire ça, plus simplement, puisque la variable, on ne s'en sert que lorsqu'on passe le parish, on peut écrire ici new printer, juste. Ça nous évite d'avoir à introduire un nom de variable. Ça, c'est déjà un premier pas. On a économisé la déclaration de la variable printer. Et parce qu'on se rend compte que finalement, comme c'est une variable qui ne sert qu'une seule fois au moment du passage de la fonction en paramètre, on peut faire comme ça. Maintenant, on peut aussi, le premier step, donc classe anonyme, c'est d'éviter d'avoir à définir une classe. D'accord? Donc, on va essayer de ne pas avoir à écrire ça. Void printer, la classe printer, on n'a pas besoin, on va essayer de se passer de l'écrire. Le seul truc qui est implantant dans cette classe printer, c'est qu'elle implémente la méthode accept. On s'en fout si ça s'appelle printer. C'est pas utilisé nulle part ailleurs aussi. C'est pareil que la variable printer avec un P minuscule. La variable printer avec un P majuscule, elle n'est pas utilisée nulle part ailleurs que là. Donc, on n'a pas envie de la définir juste pour une fois. C'est un peu con. D'accord? On a envie ici de construire directement un objet qui peut printer, une fonction qui peut printer, sans faire intervenir de classe.
L'important, c'est d'avoir un objet qui peut printer. D'accord. Donc, j'enchaîne sur les classes anonymes. Classe anonyme. C'est-à-dire, elles sont non déclarées. Donc, c'est des classes internes non déclarées, en fait. Si vous avez l'interface ASF, on peut construire. Alors, je vous donne déjà la syntaxe. Au lieu d'écrire au lieu d'écrire printer égale new printer, d'accord, et printer, donc c'est un ASF de string. On va écrire à la place un truc qu'on n'a pas besoin de définir la classe printer. On va écrire new ASF, donc string. Donc on écrit dans l'interface. On instancie une interface. Un truc qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'instancier une interface ou une classe abstraite parce qu'il y a des méthodes qui ne sont pas définies. On instancie une interface. Alors, je vais mettre exprès point d'exclamation, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. On n'a pas le droit de faire ça. De même qu'on n'a pas le droit d'instancier une classe abstraite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'instancier aussi bien une classe abstraite qu'une interface? Parce qu'il y a des méthodes qui ne sont pas définies. Le comportement de l'objet n'est pas défini. Mais qu'est-ce qu'il faut pour, malgré tout, pouvoir instancier? Il suffit de définir ces méthodes. Et on va le faire dans une paire d'accolades. On va mettre à côté. D'accord? Là, on va définir la méthode non définie. Définir ce qu'il y a à définir. Ce qu'il y a à définir. Mais qu'est-ce qu'il y a à définir? Entre les accolades, d'accord? Qu'est-ce qu'on a à définir? Eh bien, la méthode accepte. Un objet peut avoir l'interface pour type. Oui, Milan, ouais, c'est bien que vous réalisez ça. Ça sert beaucoup à ça, les interfaces. Dans votre, ça, c'est très tangible dans votre TD sur dans votre TP sur les graphes. D'accord? Dans le TP sur les graphes, on utilise. Il y a souvent deux choses. On utilise l'interface set. Et ça, on ne précise pas c'est comment il implémentait l'ensemble. C'est un ensemble. C'est tout ce qu'on va savoir. En fait, quand on déclare une variable, le type de ce qu'elle a, ça dit ce qu'elle peut faire. Et ce qu'elle peut faire, finalement, c'est défini par l'interface, plus que par une classe. C'est un contrat, d'accord, ce qu'elle peut faire. On peut faire des unions, des intersections, des complémentaires, on peut tester s'il est vide, tout ça. Bon, ça, c'est l'interface set qui définit. Maintenant, donc, si vous regardez votre TP graph, vous verrez, à chaque fois qu'on définit une variable, on donne leur type set. Par contre, à chaque fois qu'on passe des paramètres, excusez-moi, à chaque fois qu'on passe des paramètres.
Par contre, effectivement, lorsqu'on définit, donc pour passer des paramètres, hein, donc, ouais. Par contre, si on définit une variable, alors on écrit explicitement une classe h7 de t, parce qu'on a envie de savoir comment l'implémenter. D'accord? Donc, un ensemble, il va être, et là, on écrit new h7. Remarque, là, je ne suis pas sûr, peut-être qu'on peut définir, on peut écrire 7 encore. Et quand on fait le new, là, par contre, là, on peut écrire 7 aussi si on veut, en fait. Mais là, par contre, il faut écrire un nom de classe parce qu'on l'instancie. D'accord? Ça, ça doit être une classe. On va savoir qu'est-ce qu'on met dedans. On met un truc dedans, d'accord? Donc là, il faut mettre une classe, pas une interface. D'accord? Mais c'est une prise de conscience que vous avez, M. Milan, là, qui est importante. Hein, le fait que ouais, on se sert d'interface, c'est pour définir des types au même titre que des classes, d'accord? Et c'est plus utile que les classes, en fait. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous remercie pour votre question. Donc, qu'est-ce qu'on a à définir pour réaliser l'interface ASEF? On a à définir la méthode accept qui envoie que dalle. D'accord? Et qui prend un élément de type string ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Notre méthode, elle va ici l'afficher. D'accord? .println de S. Excusez-moi. Je ne suis pas encore complètement au point pour ce qui est de ma synchronisation. Donc ça, c'est un truc assez puissant, classe anonyme. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une classe anonyme, ce truc-là? Donc là, donc, notre printer, là, notre objet printer, il implémente le ASEF et sa fonction, finalement, c'est d'imprimer. Mais on n'a pas écrit new printer, on a écrit new ASEF. Et on a défini plus proche, finalement, du truc, ce que faisait la fonction. D'accord? Donc, on s'est rapproché de juste écrire ça. Vous voyez, notre but à la fin, c'est juste d'écrire ça, le print, parce que c'est ce qu'on veut passer. On va passer une fonction qui imprime. Tout à l'heure, le print, il était dans une classe qui était définie avant l'appel. D'accord? Et on a instancié la classe. Maintenant, le fait d'afficher, qui est ce qu'on veut passer, il se rapproche de l'endroit où est-ce qu'on l'utilise. Il est dans les parenthèses, finalement, d'accord? Parce que c'est écrit qu'on va écrire new ASF. D'accord? Mais il y a encore pas mal de trucs qu'on a envie de virer. D'accord? Et qu'on va virer. Mais avec les lambda expression. D'accord? Donc ça, mais avant de le faire, je vais quand même un peu expliquer ce que c'est, pourquoi on appelle ça une classe anonyme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une classe anonyme? La classe de cet objet est anonyme. D'accord? La classe de l'objet qu'on a créé, là. Donc, au lieu d'écrire new printer, on a pris ça. Et donc, cet objet, printer, maintenant, il a une classe anonyme. Printer. Je vais rester sur le crayon noir. Normalement, le bleu, j'utilise que pour le truc particulier. J'ai des codes de couleur, mais j'ai oublié mes codes. Donc, printer, la classe de printer. C'est quoi la classe de printer, là? C'est quoi la classe de printer?
51, ça me perturbe ça. Donc, printer, on a écrit c'était new hasef ou hasef sur interface. Et entre accolades, derrière, on a complété ce qui manquait. Et ce qui manquait, c'était la méthode de l'interface accept. On a écrit ce qu'elle faisait, elle affiche, d'accord? C'est quoi ce truc? Pourquoi ça s'appelle une classe anonyme? Parce que elle n'a pas de nom et on ne peut pas la réutiliser. Et on n'a pas envie de la réutiliser parce que de toute façon, il n'y a rien de spécial. C'est une méthode statique, d'accord? Il n'y a pas d'attribut, il n'y a que dalle là-dedans. On peut foutre des attributs, plus tard, on verra ça. Mais là, il n'y en a pas. C'est comme une fonction. Donc, toute l'information qu'il y a là-dedans, en fait, elle est contenue dans l'objet printer. Puisqu'il n'y a pas d'attribut, il n'y a rien de. Tout est statique. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de la réutiliser cette classe. C'est pour ça que je disais, ça fait chier d'écrire une classe qu'on ne réutilise pas. D'accord? C'est la classe printer, mais sous une forme non réutilisable, parce que on ne l'a pas déclaré classe. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. La classe de printer n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, donc elle est anonyme, d'accord? Un truc qui n'a pas de nom, c'est un truc anonyme. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est anonyme. On peut pas, si on veut créer un objet printer2 qui affiche aussi les strings, il faudra le réécrire égal, il faudra réécrire tout ce truc-là, d'accord? Mais on n'a pas envie, de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'il ne fera pas plus que printer. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on irait définir un autre objet printer2 comme ça? Il fait le même truc, d'accord? C'est tout à fait justifié de passer par une classe anonyme. Elle n'a pas de nom, elle est anonyme. Donc classe anonyme, d'accord, égale. Égale new plus interface plus entre accolades, implémenter les méthodes nécessaires, implémenter les méthodes de l'interface. Voilà. Ce faisant, vous construisez un objet d'une classe anonyme, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Pas les questions, je continue. Merde. Alors, j'essaie de vous dire les choses dans un ordre où ça fait du sens. Bon, je vais rappeler un peu. Donc, classe anonyme, c'est un exemple de classe interne. Pour ça, je refais c'est la section 2. Comme c'est un exemple de classe interne, je vais refaire un topo sur la classe interne par rapport au TP qu'on va faire. C'est quoi une classe interne? C'est une classe définie dans une classe, d'accord? Classe définie dans une classe. Donc, jusqu'à maintenant, quand on écrit une classe, comme par exemple double liste chaînée qu'on va voir en TP la semaine prochaine, double linked list. Non, double linked list.
liste double mentionnée. En anglais, on dit DLL. D'accord. Doubly linked list. Bon, il y a des attributs. Donc, on va voir qu'il y a un attribut encore, encre, qui est de type. Alors, c'est quoi une liste chaînée? On va voir, elle utilise un bloc et alors c'est paramétré par un type, d'accord. Et elle utilise un bloc qui est aussi paramétré par le type, comme les listes normales, d'accord. Sauf que il y a deux pointeurs. Il y a le pointeur vers le bloc suivant et le pointeur vers le bloc précédent. Et donc, on utilise un bloc spécial qui s'appelle l'encre. Donc ici, je vais mettre l'encre encore. Et qui est un bloc particulier dans tous les blocs. Il y a possiblement plein de blocs, d'accord, qui se pointent les uns sur les autres. Ça fait, Et alors, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les trucs pour réciter les prières, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les chapelets. Donc, les moines chrétiens, les bouddhistes, ils ont ça aussi. Il y a une perle dans un collier de chapelet. On peut aller dans un sens ou dans l'autre en égrenant les perles. Il y a une perle particulière qui est plus grosse que les autres. D'accord, elle sert à repérer quand on a fait un tour. Là, c'est un peu pareil. Il y a un bloc qui est le bloc spécial. On appelle l'encre. Encore en anglais. On fait de l'anglais histoire de. Et donc, si j'ai une liste chaînée, donc elle pointe vers l'encre. Et il n'y a pas d'éléments dessus. Et sur les autres, il y a des éléments. Ça, c'est la liste chaînée. Donc, pourquoi je vous parle de cette liste doublement chaînée qu'on va voir la semaine prochaine? C'est parce que j'ai trouvé que ça fournissait un exemple intéressant de la raison d'être des classes internes, de la raison concrète pour laquelle on peut utiliser des classes internes. Là, il y a deux raisons. Moi, j'identifie deux raisons. La première, c'est encapsulation. C'est comme la semaine dernière, le TP qu'on a fait, la capsulation, on a fait un TP sur l'étape de hachage et on a des paquets qui sont utilisés seulement à l'intérieur de l'étape de hachage. Donc, on déclare une classe interne qu'en plus, le rang privé ne sera pas accessible depuis l'extérieur. D'accord? Ça permet de bien encapsuler le code. On définit du code qui ne va jamais être accessible depuis l'extérieur. Donc, on garantit qu'il est utilisé correctement en mettant des invariants, en mettant des. On peut mettre des assertions. C'est pareil, les blocs qui forment une liste doublement enchaînée, ils ne sont pas accessibles de l'extérieur. Donc, en les mettant comme classe interne, on encapsule le code qui est dedans. D'accord. Il n'y a que le concepteur de cette bibliothèque de liste doublement enchaînée qui a la main sur ce code-là. Les clients, lui, il n'a pas la main. D'accord. On appelle ça, je pense qu'on appelle ça l'encapsulation. C'est l'intérêt, ça c'est l'intérêt 1 que j'y vois. Et l'intérêt 2, c'est que alors, je suis l'intérêt 1, d'accord. Si la classe est privée, elle n'est pas accessible, elle est inaccessible de l'extérieur. Du client, on appelle ça. Donc, c'est que le concepteur qui l'utilise, d'accord. Elle est accessible seulement depuis la classe externe.
Alors, attendez, que je dis pas de conneries. Là. Ah oui, c'est seulement les champs publics. Ouais, ouais. Hmm. Oh, j'ai un doute là. Je me demande si la classe est privée. Hmm. Oui, si, ouais. Seulement depuis la classe externe. Donc, on peut garantir des invariants. On peut garantir précondition, invariant. Post-condition, invariant. Donc, ça s'est vu table de hachage. Donc, ça, c'est l'intérêt numéro 1. Intérêt numéro 2. C'est factorisation de code. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est depuis la classe interne, alors, les méthodes de la classe interne peuvent accéder aux attributs de la classe externe. Les méthodes de la classe interne accèdent aux attributs de la classe externe. Voilà, les attributs, je crois bien même public ou privé en fait. Hein. Je vérifie que mon papier. Après ça, je vous mettrai un support de cours où tout ce que je dis est écrit plus clairement que dans mon cours là. L'intérêt de mon cours, je l'espère, c'est que je vous présente les choses de façon claire, j'espère. Comme c'est structuré dans mon esprit, quoi. Hein. Tout objet de la classe interne peut accéder aux champs de la classe externe, y compris les champs privés. Public et privé. De la classe externe. Donc, par exemple, ça évite de dupliquer les informations, d'accord? Vous avez une DLL qui utilise un bloc particulier appelé encre. Et après, vous avez tous les blocs qui sont des classes internes, qui sont des objets internes à double liste chaînée. Mais si un bloc veut savoir s'il est une encre, ben, il peut le savoir, en fait, s'il est l'encre. D'accord? Je vais prendre mon crayon vert. En fait, je devrais prendre le vert à chaque fois que je fais des exemples. Donc, dans votre TP, à un moment donné, on va faire une fonction remove. Alors, j'en profite déjà pour dire un truc qui est sympa avec les listes doublement enchaînées. C'est un bloc peut se retirer tout seul, en fait. D'accord? On peut faire une fonction
dans la classe bloc, je change de. Alors, c'est bloc de T. On peut faire une méthode remove. On ne peut pas faire dans une liste simplement enchaînée, d'accord? Dans une liste simplement enchaînée, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans une liste simplement enchaînée, d'accord, pour enlever le bloc, il va falloir avoir accès au bloc suivant, ça on y a accès, mais aussi au bloc précédent. Parce qu'il faut remplacer ces deux flèches par cette flèche-là, d'accord? Pour ça, il faut avoir acheté au bloc précédent. On n'y a pas accès, on a accès juste au bloc suivant, d'accord? Tandis que dans une liste doublement enchaînée, on peut enlever un bloc peut s'enlever tout seul, d'accord? Parce qu'un bloc a accès au bloc précédent et au bloc suivant. Donc, il va pouvoir virer tous ces trucs-là, d'accord, ces 4 trucs, et établir cette nouvelle connexion. C'est ça qui est sympa avec les listes doublement enchaînées. C'est pour ça qu'on les utilise souvent aussi. Pas seulement, il y a d'autres raisons. Hein. Mais quand on veut virer un bloc, on n'a pas envie de virer l'encre, parce que l'encre reste toujours à l'intérieur, d'accord? C'est la grosse perle qui permet de savoir qu'on a fait un tour de chapelet quand on a fini le chapelet, d'accord? Je n'ai pas ce chapelet avec moi, sinon je voudrais montrer. Donc, on n'a pas envie de virer l'encre, donc on a envie de mettre une précondition sur remove bloc différent de encre. Et on peut le faire, en fait. D'accord. This, donc assert. This différent de encore. Alors, je vais écrire encore en bleu. J'utilise plein de couleurs, c'est un peu brouillon mes couleurs. Je n'ai pas encore de code très clair pour les couleurs. Encore. Encre. Bon, je vais écrire ça parce que c'est mal écrit. Assert, une précondition. This différent de encore. Je pourrais écrire encore. Et ça va marcher, d'accord? Parce que ça, c'est un attribut de classe externe, accessible depuis la classe externe. Voilà. J'y ai accès. Donc, essayez jouer tout de suite hein, les classes internes. Je vais sûrement poser une question à l'examen parce que c'est important. J'en ai parlé 2 fois. Et puis, j'ai un peu peur que ça merde pour vous parce que j'ai bien vu comment ça capotait pour le mot-clé statique qu'on a vu juste en cours. Donc, j'insiste là-dessus. Les classes internes, c'est quand même suffisamment important pour que je pose des questions dessus en examen. Mais ce n'est pas des questions vaches. Hein, de toute façon, mon but du jeu, c'est pas. Moi, en tant que prof, je cherche à vous mettre des bonnes notes. Hein. Mais je sais pertinemment que les trucs sur lesquels on n'a pas mis un focus spécial, j'essaierai de mettre, si je peux, j'essaierai, mais chaque TP porte sur un certain nombre de notions et je n'ai pas de TP qui est vraiment sur cette notion-là, classe interne, spécialisée là-dedans. Donc, c'est une notion que vous devez comprendre à travers le cours, surtout. Il y en a des classes internes dans les TP, mais on ne vous demande pas d'en trouver, c'est un peu dur. Et puis, donc, il faut comprendre. J'essaierai de poser des questions là-dessus en TP. Dans les prochaines modules de TP, j'essaierai d'y penser. Donc, dans votre cours, vous avez, dans le cours que je vais mettre en ligne, là, vous avez le truc qui sont bien précisés. Quand est-ce que. Quels sont les champs accessibles depuis une classe interne à une classe externe et vice-versa. Bon, ça, c'est des informations précises comme ça. Je suis, comment dire, c'est pas mon but que vous reteniez ce genre de truc, d'accord? Mon but, c'est que vous compreniez ce qui se passe un peu. Donc, je ne vais pas vous les lister en cours, je trouve ça un peu rébarbatif. Et puis, j'essaie au maximum de vous donner des choses qui ont du sens, relativement facile à comprendre. Donc là, vous comprenez que c'est un code qu'on peut écrire dans un bloc. Vous comprenez que encore, c'est un attribut on ne l'écrit pas comme attribut parce que c'est un bloc. Donc, c'est une
une relation, je ne sais plus comment ça s'appelle, une association qui se traduit par un attribut de type bloc dans DLL quand on écrit en Java, d'accord? Donc, c'est l'attribut de la classe externe. On y a accès depuis la classe interne. Ça permet de, lorsqu'on se supprime, de vérifier qu'on n'a pas par erreur lancé l'opération de suppression sur l'encre. Si c'est le cas, ça va. Il va y avoir un arrêt sur l'image. Le programme va planter. Il va dire ah, l'insertion n'est pas vérifiée. Vous avez fait une connerie. Faites gaffe. OK. Donc, deux intérêts des classes internes. Encapsulation, factorisation de code. Parce que si on n'avait pas ça, ce serait très lourd. Il faudrait qu'au moment où on crée un bloc, on lui passe l'encre à chaque fois, d'accord? Il y aura un attribut de plus, ça prendrait de la place aussi, d'accord? Peut-être pour enfoncer le clou, je vais expliquer un truc tout bête, en fait. Hein. Je pense que c'est bien que vous compreniez un peu pourquoi on a accès aux attributs de la classe externe. Parce que c'est facile. C'est facile à mettre en place. Hein. Si j'ai en mémoire, si j'ai une DLL, d'accord? Si j'ai un objet L de type DLL en mémoire, donc dans le diagramme d'objet, ben, je vais avoir un pointeur vers l'encre, d'accord? Je vais avoir un pointeur vers l'encre. C'est mon diagramme d'objet que je dessine maintenant. Hein. Et maintenant, si j'ai un bloc quelconque, si j'ai tous les blocs de DLL, comme ils sont d'une classe interne, tous les blocs que j'ai là, eh ben, ils ont un pointeur vers leur élément, un pointeur vers les blocs suivants, les blocs précédents, d'accord? D'accord. Et ils ont aussi, je vais le mettre en bleu parce que j'ai déjà utilisé le rouge, ils ont aussi un pointeur vers l'objet qui représente la classe externe. D'accord? À la limite, je pense dans le diagramme objet, on peut le mettre. Ouais, on doit le mettre. C'est pas on peut le mettre, c'est qu'on doit le mettre. Et oui, on conserve un pointeur vers l'instance de la classe externe. L'instance de la classe interne conserve un pointeur vers l'instance de la classe externe. L'instance de la classe interne conserve un pointeur vers l'instance de la classe externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en suivant ces pointeurs, on va pouvoir retrouver l'encre. C'est quoi l'encre? D'accord? Elle commence par accéder à la mémoire, à l'endroit de la mémoire où il y a la liste chaînée, et puis depuis là, elle peut aller à l'endroit de la mémoire où il y a le bloc. Donc elle peut utiliser le bloc. Tout ce que la liste utilise, tous les blocs peuvent l'utiliser. Parce qu'on peut remonter d'abord dans un premier temps à la zone de mémoire où se trouve la liste double enchaînée, et depuis cette zone de mémoire, dans un second temps, redescendre vers l'attribut qu'on veut consulter, l'attribut encre en l'occurrence. S'il y a des questions sur tout ce que j'ai raconté, je parle vite, là, c'est pas très interactif. Je n'ai pas suffisamment de recul par rapport au Java, ancien Java, pour faire dans l'interactif. En langage formel, j'y arrive bien, mais en Java, je n'ai pas suffisamment de recul pour faire interactif. Je m'en excuse, la prochaine, ça ira mieux. Je parle beaucoup, je parle vite. J'essaie de suivre à peu près aussi un timing pour passer ce que je vais passer. Est-ce qu'il y a des questions sur ces classes internes, classes externes, classes internes? Je ne sais pas ce que vous faites chez vous, là, si vous suivez avec intérêt ce que je raconte, ou si au contraire, ça vous paraît un peu monotone, je ne sais pas. Et parce que j'ai pas de, je ne vous vois pas, faut vous mettre à ma place aussi, hein, c'est particulier de faire cours à distance. Je n'ai pas de feedback sur, ouais, quand je suis en amphi, je peux quand même voir les étudiants ce qu'ils font, s'ils sont sur leur téléphone, mais là, je vois rien. Voilà. Donc, bon. En fait, le seul truc que je vois, c'est le nombre de gens qui sont là. Quoi. Alors, quand je vois ça descendre, oula, ça se passe mal. Là. Mais là, c'est à peu près stable. Ouais. On est là, vous êtes là. Merci. Bon, donc j'ai fait 3 parties. Hein. J'ai fait. D'abord, j'ai fait
D'abord, passer le méthode en paramètre, ensuite classe anonyme, et ensuite classe interne. J'apporte la quatrième et dernière partie de mon cours aujourd'hui sur un peu cohérent, c'est sur finalement les lambda expressions. Alors, je vais revenir au cours anonyme et ce que j'ai. Donc, c'est une classe interne, une classe anonyme, d'accord? Parce qu'elle est définie dans une classe. Enfin, donc, elle a accès aux attributs de la classe externe. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de classe externe en général, d'accord? Une classe anonyme est un exemple de classe interne, donc elle a accès aux attributs de sa classe externe. Donc, on a réduit le code nécessaire à écrire parce qu'on n'a pas besoin de définir une classe pour printer, mais on a encore besoin de définir la fonction accept. D'accord? Mais finalement, tout ce qu'on passe dans notre for each, tout ce qu'on a besoin, le truc effectif qu'on a besoin de passer dans le for each, c'est ce truc-là que j'ai entouré en noir. Il n'y a que ça qu'on a besoin de passer. On a besoin de passer une fonction qui renvoie à rien et qui prend un argument de type, un argument générique T. Ici, c'est une chaîne de caractères. Ah oui. Je vais l'écrire ce que je viens de dire, parce que donc, on n'a même pas besoin de passer une classe anonyme, en fait. On a besoin de passer juste une fonction, d'accord? C'était notre préoccupation du début, c'est de passer une fonction sous forme d'une méthode, d'accord? On a besoin de passer juste une fonction. On souhaite passer juste une fonction. Juste une fonction. Juste ça. D'accord? Donc en fait, on va passer une fonction. D'accord? Et c'est Java qui va transformer ça en classe. Qui va. Alors, on dit inférer dans ces cas-là. Inférer. L'instanciation d'une classe anonyme. L'instanciation d'une classe anonyme. D'accord. Java va remplir la distance qui reste à couvrir, va couvrir la distance qui reste à couvrir entre la fonction qu'on va lui passer et le fait que c'est instancié une certaine classe anonyme. Donc, au final, on va pas avoir besoin de créer de classe anonyme. On va écrire juste for each. Je vais écrire ce qu'on va écrire juste, d'accord? Donc, c'est la partie 4, lambda expression. Lambda expression, on va écrire for each, donc notre objet. Et là, on va passer une fonction. Je le mets en rouge. Une fonction donc, qui prend une chaîne de caractères. Donc, on écrit le type de ce qu'elle prend. On nomme ce paramètre. Et ça, c'est le domaine de définition. Hein. C'est comme quand on écrit f de n vers n. On écrit ici le domaine de définition.
Donc ici, la dimension, c'est un type, c'est-à-dire ça prend une chaîne de caractères. D'accord. Après, il faut dire, on écrit après ici n renvoie vers n plus 1, par exemple, pour dire on ajoute 1. Et ici, on va dire notre fonction, elle renvoie void. Hein, c'est une fonction qui renvoie void, qui renvoie rien. Donc, on va écrire ce que fait la fonction, d'accord? Et on va dire, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle affiche la somme. System.out.print. On écrit la fonction ici. Println de S. Alors, fin de l'instruction. L'accolade qui ferme cette accolade-là, d'accord? Après, la parenthèse qui ferme cette parenthèse-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est dans l'appel même de for each qu'on définit la fonction. Ah, du coup, la fonction est définie dans l'appel même de for each. Ouais. Au moment même de l'appel. De l'appel. D'accord? Et Java, il reconstruit la classe anonyme. Anonyme, d'accord, et son instantiation. Il bosse Java, d'accord? Il bosse. Il bosse pour vous, d'accord? Alors, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour reconstruire la classe anonyme? Ben, il comprend que vous avez passé une fonction qui opère sur une chaîne et qui renvoie que dalle puisqu'elle fait, il n'y a pas de return, d'accord? Il comprend ça. Donc, il va voir le for each que j'ai plus là, le for each, là, je l'ai plus ici. Dans le for each, dans la méthode for each, c'est marqué que le for each prend effectivement un itérable, d'accord? Une collection itérable. Et c'est marqué que son deuxième truc, c'est un truc qui implémente ASEF de T. D'accord? Et ASEF de T, il doit y avoir une fonction void, d'accord? Il doit y avoir une fonction void accept qui prend un truc de T, d'accord? De type T. Il se dit, ah, c'est marrant, mon for each, il attend ce bordel, ce truc-là. Mon for each attend ça, un truc qui implémente ça, et je lui donne ça. Alors, pourquoi est-ce que ça est égal à ça? Pourquoi est-ce que ces deux trucs sont égaux? Comment est-ce que je peux faire pour m'arranger pour que ces deux trucs soient égaux? D'accord? Bah déjà, ça va marcher que si là, il y a une seule fonction, d'accord, dans le accept. D'accord, faut que l'interface ASEF ait une seule fonction. Première chose. Donc, pour que ça marche, il faut que ASEF ait une seule fonction. Il faut mettre deux choses en correspondance, d'accord? Java établit une correspondance. Correspondance entre les deux, d'accord? C'est Java 1.8, je crois. Une correspondance entre ça
et ça. D'abord, d'abord, ça marche si ASEF, il y a une condition quand même, c'est que ASEF est une seule fonction, une seule méthode. ASEF, une interface qu'on considère ici, est une seule méthode. C'est le cas pour notre interface ASEF. Je m'achète un autre tableau long, je pourrais utiliser plusieurs tableaux longs. Je vais faire ça déjà pour la semaine prochaine. C'est pratique d'en avoir plusieurs, je peux les garder. Donc, si ASEF a une seule méthode, il va se dire, ah, j'ai une interface qui a une seule méthode, accepte. Ça devrait être la fonction que j'ai là. Donc, il met la fonction qui s'appelle accept ici, il a la même correspondance avec cette fonction-là, d'accord, qui est définie sans donner de nom. C'est pour ça qu'on appelle ça une lambda expression. Une lambda expression, c'est une fonction anonyme. D'accord? Elle n'a pas de nom, cette fonction. On dit juste le domaine de définition et ce qu'elle fait avec son objet. Et on ne dit pas son nom. C'est une lambda expression, c'est une fonction sans nom. Je vais l'écrire. Ça va peut-être vous faire moins peur. Je ne sais pas pourquoi, mais lambda expression, ça fait peur. C'est juste une fonction qui n'a pas de nom, c'est tout. On l'a défini, il a tout ce qu'il a besoin de définir, sauf le nom. Donc, on ne peut pas y faire référence, c'est anonyme. Fonction anonyme, on pourrait dire aussi. D'accord? De la même façon qu'on a des classes anonymes, on a aussi des fonctions anonymes. Voilà, donc il se dit, ça correspond à la méthode accept parce qu'il n'y en a qu'une. Okay. Et là, il va un peu plus loin, il dit, ah bah oui, effectivement, cette méthode, cette fonction ne renvoie rien, elle fait un affichage. Elle ne renvoie rien. Si elle renvoie quelque chose, on l'aurait écrit sur toute lettre. D'accord? Par exemple, dans l'exemple de mon cours, là, on a une autre fonction qui s'écrit, une autre lambda expression, je vais la mettre en rouge. L'autre, je l'ai mis en rouge aussi. Elle s'écrit int i, d'accord, flèche. Et là, on peut écrire le i plus 1 au lieu de return, d'accord, directement. Ça simplifie. On peut écrire return i plus 1, mais on peut aussi écrire i plus 1 et il comprend que c'est le résultat, d'accord. Donc, vous voyez, là, ça envoie un entier. Là, ça envoie que dalle, il n'y a pas de return et il n'y a pas de. Il n'y a rien qui est renvoyé. Donc, il dit, ah bah oui, ma fonction accept, elle renvoie void, et ce truc-là, elle renvoie rien. Jusque-là, tout va bien. Et après, il dit, ah oui, ma fonction accept, elle prend un élément de type T, et ma fonction anonyme, elle prend une string S. Ah bah là, elle dit, elle met le truc, en mettant un truc à correspondance, elle en déduit que T égale string, d'accord? Ça, en fait, elle avait déjà vu. Oui, non, elle le déduit. D'accord, elle déduit que le type qu'on considère, c'est chaîne. Et elle a fini son boulot, elle est contente. Java est content, il a réussi à voir qu'en fait, on peut, à partir de cette lambda expression, reconstruire le code, tout ce code-là, new asef de string, void accept, système for println. Le accept, il l'a inféré, le string, il l'a inféré. Le fait que c'est string aussi là, il l'a inféré. D'accord. Le fait que ça implémente asef aussi, il l'a inféré parce que c'est ce qui est marqué dans le code de for each, d'accord. Au début, on voulait faire une fonction for each qui prend un truc qui vérifie asef. D'accord. Bon, j'espère vous avoir convaincu que c'est moins compliqué que ça en a l'air. D'accord. Maintenant, dans Java, il y a l'interface, il s'appelle consumer, celle-là, d'accord. Asef, on l'appelle consumer. Pourquoi? Parce que la méthode accept, d'accord. Donc, on l'appelle pas Asef, on l'appelle consumer, cette interface. Il y a une fonction accept. Consumer de T, je le mets en rouge. Donc, je vais vous mettre les trois interfaces qu'il y a dans Java. La plus simple, c'est consumer de T.
elles sont prédéfinies. Donc, d'ailleurs, on va les utiliser dans le TP. D'accord. Consumer de T. Donc, void accept TT. Après, on a l'interface prédicate qui, elle, renvoie un booléen à la place de rien faire. Et ce booléen s'appelle test. D'accord, au lieu de s'appeler accept, il s'appelle test. Donc, on va utiliser ces deux-là en TP. Alors, je vous explique pourquoi, déjà pour que vous sachiez. Predicate, c'est un prédicat qui donc prend un élément de type T, répond oui ou non. Donc, on va l'utiliser pour tester que tous les éléments de notre liste double mentionnée vérifient les invariants de la liste. En fait, l'invariant de la liste, ça va être que le successeur du précédent, si on va vers le précédent et qu'on revient, on retombe sur soi-même, d'accord? On va retourner sur soi-même, d'accord? Donc, on va pouvoir en fait faire un for each en appliquant le prédicat qui un bloc B, un bloc B et qui associe donc c'est le lambda expression, je suis en train d'écrire, qui associe b.next.pred égal B. D'accord? B égal B. D'accord? Ça, c'est un des prédicats qu'on va écrire demain. Dans une semaine, vous l'aurez oublié. Ça, je le dis maintenant, c'est pratique parce que. Donc, on va appliquer un for each à tous les blocs, ce truc-là, d'accord? Le même for each qu'on a vu maintenant, on va le programmer en TP. Ce sera clair. Ça, c'est pour le predicate. C'est la lambda expression qu'on va utiliser pour le predicate, d'accord? Pour utiliser predicate. Après, pour utiliser consumer, on va utiliser une lambda expression qui, à chaque bloc, va faire un if si on n'a pas l'encre, non, if b.élément égale si l'élément vérifie un certain élément, d'accord, qu'on passe, on va enlever le bloc, remove, d'accord. On va enlever tous les blocs, par exemple, qui contiennent l'élément 3, si c'est une liste double mentionnée d'entiers. Pour ça, on les regarde un par un. Si l'élément vaut 3 qui est passé un peu plus haut, d'accord, on enlève le bloc. D'accord, c'est une lambda expression qui renvoie que dalle, qui se contente de bouger le bloc si jamais il vérifie c'est un prédicat. Donc, pourquoi est-ce qu'on a donné un nom spécial à ces deux interfaces fonctionnelles, on pourrait les appeler? Parce qu'elles sont souvent utilisées. Souvent, en fait, on doit utiliser des fonctions qui renvoient un booléen, et souvent, on doit utiliser des fonctions qui se contentent de, par exemple, afficher l'objet. C'est le truc de base. Dans le cas général, dans le cas le plus général, d'accord, le cas le plus général d'interface fonctionnelle qui généralise ces deux-là, finalement, d'accord, c'est l'interface fonction. Et c'est là, elle dépend finalement de deux paramètres, d'accord, parce que on laisse ça, on laisse l'entrée en paramétré, mais aussi la sortie. D'accord, donc on se retrouve avec un truc avec deux paramètres de type, d'accord. Et on va dire, la fonction qu'on applique, maintenant, on l'appelle apply. D'accord, ça envoie un truc de type R. Ça prend une liste
un truc sur lequel on itère de type T. D'accord? Donc, c'est le troisième larron. D'accord? Avec ça, on peut tout faire. Donc, là, le consumer, là, c'est R égale boolean. D'accord? Et le predicate, c'est. Non, R égale void pour le consumer. Pour le predicate, c'est R égale boolean. D'accord? C'est des cas particuliers. Ils sont tellement courants qu'on les isole. Alors, on peut traiter des flux de données avec ça, en fait. Ça, c'est le dernier truc que je souhaite te dire dans ce cours. Avec ces interfaces fonctionnelles permettent de traiter des flux de données, d'accord? Donc, il y a un type qui s'appelle function, interface fonctionnelle. Donc, je vais mettre lambda expression plus streams. D'accord? Les streams utilisent il y a une classe streams, toujours indexée par un type, hein, parce qu'on ne sait pas c'est un stream de quoi, d'accord? D'accord, utilise les lambda expressions. Utilise ces interfaces, ces trois interfaces. Donc, plutôt que de vous expliquer ce que ça fait, je donne un exemple. Hein. Si on a number, une collection, soit number, imaginez que c'est par exemple une liste d'entiers. Number, d'accord? On va pouvoir écrire number.stream. Tu vas transformer ça en un stream, d'accord? Et on va pouvoir directement écrire filter, parce que filter, c'est un truc qui va appliquer un predicate. D'accord? Bon, ça lag un peu là, mon truc, mon affaire. Number.stream.filter, on va considérer juste les entiers plus grands que 0. Donc, à chaque entier, on va calculer on va le retenir si il est positif. D'accord? Après, on va appliquer la racine carrée avec la fonction prédéfinie map. R en appliquant la racine carrée qui est un entier associé mat.sqrt. Ce n'est pas des entiers, c'est des flottants, parce que sinon ça ne marche pas. SQRT de R. Et après, finalement, on les affiche avec notre méthode for each, et aussi définir cette méthode for each, finalement, d'accord, dans Java, qui à R associe un système.out.println. Ah, j'ai un nouveau qui vient d'arriver à la fin du cours, c'est un peu tard. Point println de R. Voilà. Donc, on va combiner plusieurs trucs. D'accord. Grâce à un predicate, on peut filtrer les positifs. Ensuite, grâce au map, je peux transformer les éléments en leur racine carrée. Puis, grâce à un consumer, je peux les afficher. Tout ça avec des lambda expressions. Ça, c'est des lambda expressions. Corentin, et c'est là que les getters sont hyper utiles alors pour prendre le premier élément selon le type. Corentin, vous voulez prendre la parole? Vous expliquer un peu ce que vous voulez me dire? Je n'ai pas vu votre commentaire. C'est Corentin Lanier. Ouais. Corentin Lanier. Je voulais juste demander si c'était dans ces cas-là où on a des fonctions dont on ne connaît pas le type que les getters, donc pour prendre certains éléments, sont utiles pour ça. On connaît le type de lambda expression, a priori. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Non, mais dans la fonction qu'il utilise. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Pour le for un each, exemple, je sais pas. pour Oui. le for each, on peut prendre un for each de string, on peut prendre un for each d'une liste.
Faut que ça s'applique sur une collection, for each, de toute façon, un truc itérable en tout cas. Oui, mais les listes sont itérables aussi. Oui, Mais c'est pas le même type que les strings. oui, non. Je voulais dire un truc que je n'arrive pas à comprendre, mais pas très grave. Hein. En plus, il y a tout le monde qui écoute, ça stresse un peu. Les getters sont hyper utiles pour prendre le premier élément selon le type. Le getter d'une collection? Le premier élément d'une collection? Oui, par exemple. Ouais. Oui, oui, oui. Ben, il faut des getters pour itérer sur des collections, mais c'est avec un itérateur qu'on itère, hein, toujours. Donc c'est un peu plus général, un peu plus particulier. C'est un cas particulier de getter, peut-être, je ne sais pas. C'est un itérateur qui nous permet d'itérer hein, quand on écrit des for each. Donc c'est un truc qui prend le premier élément d'abord avec un getter, et après qui passe au suivant, et puis qui teste si on est sur le dernier aussi. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Enfin, du coup, c'est plus décalé dans l'itérateur alors. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Bon, bah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Feedback sur ce cours, je ne sais pas.